Salut les players et bienvenue dans En Replay numéro 13. Nous sommes le vendredi 11 juin et on va revenir bien évidemment de ce qui s'est passé hier à Roland-Garros. Il y a eu la victoire de Pavlyuchenkova qui a battu Zidansek en 2-7 et se qualifie pour la finale de Roland-Garros. On a eu un match incroyable. Bien sûr, la paire Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont sauvé 3 balles de match dans la deuxième manche contre cette paire incroyable colombienne. Ils ont fini par gagner. Allez les Bleus! Et en parlant de bleu, comment ne pas parler de football? C'est normal, l'Euro commence et on a un invité de marque. Et qui n'est autre que Jérôme Alonso, un passionné de mode, on le sait très bien, un gardien hors pair, très bon golfeur et surtout fort sympathique. Comme toujours, la data, la chronique 15 et surtout un deuxième invité très important, Patrice Martin, le plus jeune champion du monde de ski nautique, on l'appelait le Petit Prince. Vous allez l'entendre, c'est assez intéressant. Et pour terminer, comme d'habitude, comme tous les jours, le courrier lecteur. Allez, on y va. Non, moi, je suis tellement content de te voir, mon Jérôme, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses. On en parlait un petit peu hors antenne. Ouais, et qu'on se retrouve aujourd'hui, des années après, alors que tu fais partie des sportifs qui ont guidé ma carrière. Je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai, et tu le sais, parce que tu vivais le sport comme moi je l'ai vécu. Moi, j'ai toujours dit, on joue comme on vit, tantôt bien, tantôt mal. Avec nos hauts, nos bas, nos blessures, nos comebacks. Et de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi des années après, c'est beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir. Tu voulais être gardien de but parce que c'était pour les filles. Ouais. Oh, ça c'est énorme. Ça faut que tu. Alors, il y a deux raisons officielles. Mais deux raisons officielles. La première, c'était évidemment que je m'étais rendu compte assez vite que on est 10 sur un terrain et il y en a un qui est différent des autres, c'est le gardien. Donc c'est un sport individuel dans un sport co. C'est vrai. Et on n'a pas la même tenue, et on a des beaux gants, on a des beaux maillots, machin. Et je me suis rendu compte que très vite, moi j'étais un petit gars du Sud, donc avec plein de petites copines et des sœurs des copains qui venaient nous voir, machin. Et elles s'intéressaient à qui? Au gardien, en premier, tu vois. Mais je te parle de ça, c'était mignon. On a 11, 12, 13 ans, tu vois. Mais on a tous ça quand on est gamin. Voilà. Et je me suis dit, tiens, les sœurs de mes copains, elles regardent plus le gardien que les autres. Et j'ai dit, tiens, c'est marrant, c'est une piste à creuser. Voilà. Et puis l'autre raison qui est un peu liée, c'est effectivement ce côté showman, spectacle. Quand t'es gamin et que tu veux être numéro 6 au foot, c'est déjà un poste de devoir, c'est déjà un peu chiant, il faut déjà courir beaucoup. En plus. Et moi je me disais, j'étais passionné de matos très jeune en fait. Et là je me suis dit, putain, je peux choisir mes gants, choisir mes maillots, choisir mes tenues, les assortir et tout. Et j'aimais ça. Donc c'est les deux raisons officielles au départ, c'est que j'aimais être différent. Et que finalement, j'aimais la lumière que ça apportait sur le poste. Tu as commencé quand même dans un club extraordinaire, dans le Chaudron, Saint-Étienne. Ouais. Alors formé à Nice évidemment, c'est chez moi, après Marseille, et puis Saint-Étienne, 4 ans. Marseille, Saint-Étienne, tu as fait les deux. Mais quand je te parlais de pression et d'accepter la pression et de grandir avec, et c'est marrant, je me suis découvert ça, et si je peux en 2 secondes te raconter une anecdote, vas-y. C'est mon premier match au Vélodrome, j'arrive à l'OM après Fabien Barthez, premier match contre Le Mans. Personne ne sait à ce moment-là que si le mec tire de 60 mètres, il marque. Évidemment, je prends un but pourri au bout d'une demi-heure de jeu et là, j'entends les joueurs de mon équipe dire « Putain, mais lui… » Et finalement, à la mi-temps, je me rappelle toute ma vie, être allé aux toilettes, m'enfermer et me dire « Bon, écoute, tout se joue maintenant. » Ça veut dire que, en fin de compte, accepte ce qui arrive. Renonce à lutter contre la pression, accepte-la, serre-t'en. Et puis vois où ça va. Mais arrête de vouloir te dire non, c'est cool. Sois toi-même et vois où ça te mène. Et j'ai pris cette prise de conscience à mon premier match au Vélodrome. Et ce premier match au Vélodrome va dicter toute la suite de ma carrière. Parce que j'ai réussi à ce moment-là à me dire, ok, sois toi, accepte. Tu es quelqu'un qui aime vivre avec la pression. Accepte-la, serre-t'en. Et je fais une deuxième mi-temps de fou, on gagne, on monte en Ligue 1. Et la vraie grande aventure commence à ce moment-là en fait. Et tu as eu aussi un passage un peu dur à Nantes. Nantes, c'est un rebond, mais pour ma vie d'homme après. Parce que Nantes, c'est la fin. Nantes, c'est la fin et tu te dis, après 18 ans de carrière, finir sur un banc touche en Ligue 2, insulté par tes propres supporters. C'est pas terrible. Est-ce que je mérite vraiment ça? Et je me suis dit, je vais m'en servir pour après. Je décide très vite cette saison-là que ça va être la dernière. Et en fait, ce que j'ai vécu à Nantes m'a servi énormément pour ma vie d'homme après. Où je me suis dit, finalement, n'attends rien des gens. Toujours, va tout chercher, parce que voilà, c'est ce que tu as fait pendant 20 ans, et puis là, tu attends un adieu, un tour d'honneur, un machin, ça n'arrivera pas. C'est injuste, mais est-ce que nos vies sportives sont justes? Le sport, c'est injuste par essence. Tu as connu ces moments-là aussi où, voilà, moi je me rappelle parfaitement de ce discours, je me rappelle d'une phrase que tu as dit, et je ne l'ai pas préparée. Tu as dit aux gens,
parce que le vainqueur parle et le vaincu parle aussi. Je me rappelle, et tu as dit aux gens que vous n'avez pas compris mon jeu. Cette phrase, elle m'a marqué parce que je me suis dit, putain, mais c'est exactement ça. En fait, c'est du partage ce qu'on fait. Ouais. Et si les gens ne comprennent pas qui tu es, c'est dur de les amener avec toi. Ouais. Et toi, tu peux perdre ce match-là en 3-7, mais il y a eu tout ce qu'il y a eu avant, il y a eu ta carrière, il y a eu les retours, il y a eu les blessures, il y a eu ça. Et à ce moment-là, pendant 1h30 qu'a duré le match, les gens, ils ont oublié ça. Après ça, tu écris presque tes plus belles pages finalement. Tu vois ? Exactement. Parce qu'après ça, il y a ça. Après ça, il y a la Coupe Davis 91. T'étais où d'ailleurs, tiens, Putain. il y a 30 ans? Je suis chez ma maman en team. Et j'ai un gros problème ce week-end-là. Parce que j'ai 2 idoles au tennis. Henri Lecomte. Et Pete Sampras. Ah, Dédé. Dédé. Moi, j'ai voué ma... Si les gens savaient les nuits que j'ai passées à regarder André Agassi et Tiger Woods, en mettant le réveil, Oh là. pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais voilà, Agassi, j'ai eu une tendresse tout de suite pour lui depuis le short engine et sa demi contre Villander à Roland-Garros, où il prend le parapluie, où... Ouais. Voilà, je me rappelle des matchs, après j'ai eu la chance d'aller le voir jouer avec les tenues roses, les tenues jaunes, les tenues vertes. Et donc je suis emmerdé, cette coupe, à Lyon, là je suis emmerdé. Parce que, bon, Guy, je t'aime. Mais le premier match, c'est pas toi, c'est Guy contre André. Et André lamine Guy. Il perd en 4-7. Ouais. 4-7. Et qu'est-ce que je fais moi quand tu joues Pete? J'appelle Intersport Lahut à Antibes. Est-ce que vous avez les AirTech Challenge 3 d'Agassi? Elles étaient pourpres, blanches et violettes. Mais le taré. Le mec me dit oui, Bah, vous me la mettez de côté. j'arrive. Donc je t'ai pas vu jouer contre Pete, le match 1, parce que tu voulais je acheter prends tes la pompes. bagnole dans la minute et je pars à Intersport Lahut à Antibes acheter les chaussures d'Agassi. Et je reviens, ton match est fini. Voilà. Ah ouais, ça c'est une belle anecdote. Et je rêve du match 5 qui doit opposer André, Bah oui. logiquement. Et là, je me suis dit, putain, je vais être dans la merde, mais quoi qu'il en soit, je vais un moment. Et puis, on l'a pas vu ce match, puisque Guy. Je t'avoue que oui, j'aurais aimé, mais ça m'a arrangé quand même. Le Guy gagne. Guy gagne. Quand même, mais jouer avec imagine- Agassi. Voilà, c'était. Même si j'avais eu de bons résultats contre lui, Ouais, je sais. mais le jouer en 5-7, et c'est la première fois là que cette Coupe Davis, bon, on l'a remportée, mais le dernier match n'a pas été joué. Quel est ton meilleur souvenir à Roland-Garros? La première fois où j'ai vu jouer Agassi. Et je ne veux pas dire connu, mais le quart ou le demi, c'est contre Jonas Svensson. Et là, c'était la tenue, c'est l'année de la tenue rose. C'est incroyable. Et il avait même, à l'époque, il avait signé avec Donné. Il avait la Pro One rose. Il avait la Pro One jaune et bleu fluo. Et il avait la Pro One Donné rose et gris. Et j'étais au bord du cours voilà. Et à l'époque, il jetait son polo après chaque match. Tu l'as ou pas? Et non. J'ai essayé de tuer 2 vieilles qui étaient devant moi. Mais je ne sais pas eu. Je sais pas eu. Bon, bah, Voilà. mesdames, si vous avez le polo, vous pouvez contacter Oui, c'est Jérôme, ça, oui, s'il oui. vous plaît. Ah oui, Hein, je peux là, faire vous une belle avez un offre. cadeau. Je peux faire une très belle offre. Eh ben, merci, mon Jérôme. Merci, C'est un Moriton. amour. Voilà. C'était un plaisir. Fabuleux. On peut parler 8 heures, nous. Ouais. Bah, on en Bah. fera une. Bientôt au golf. Oui. Ouais. Je vais en prendre une bonne, là. Merci. La data du jour, elle est assez incroyable parce que c'était une. À chaque fois, je dis ça, elle est assez incroyable. c'est vrai. Il faut que j'arrête de dire ça. Ouais. La data du jour, alors là, franchement, je peux vous dire, c'est un truc de dingue. Une rivalité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ils se sont rencontrés 57 fois. 29 victoires pour Novak Djokovic et 28 victoires pour Rafael Nadal. Alors bien sûr, on va revenir sur Roland Garros. C'est la surface la plus importante puisqu'ils vont s'affronter aujourd'hui. Il y a 7 victoires pour Novak Djokovic sur terre battue contre 19 pour Rafael Nadal, le torero. Donc, et à Roland Garros, malheureusement, une seule victoire pour Novak Djokovic contre 7. Ça va pas être facile. Chronique 15, Roland Garros 92, le vengeur, masqué. Je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé en 92. J'ai fait un parcours pas mal, même exceptionnel, jusqu'en quart de finale. J'ai même battu Michael Stich, quand même, vainqueur de Wimbledon. 3 petits sets. Ça a été une boucherie, tellement je jouais bien. Mais je me retrouve en quart de finale contre qui? Nicolas Sculti, encore un Suédois avec un petit revers à deux mains là. Je suis mené 2-7-0, 4-2, balle de 5-2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, le public a commencé à me porter, j'ai commencé à retrouver un tennis incroyable. J'ai pris tous les risques et ça a marché, ça a basculé. J'ai gagné
Sistro au 5e à 9h15 du soir. Il faisait presque nuit, on jouait presque à la frontale. C'est que, avant ce Roland Garros 92, bien sûr, j'étais pas en très grande forme. La preuve, c'est que j'ai failli refuser l'invitation des organisateurs. Ça s'appelle la wildcard. Mais je suis parti avec Frédéric Roche en Normandie et on a fait un entraînement physique pendant 1 mois et demi de mutant. Ce qui fait que quand je suis arrivé à Roland, je courais pas, je volais. Et donc après, on sait très bien que quand Henri Lecomte est en forme physique, le tennis, ça suit. Ça m'a permis d'aller en demi-finale. J'ai raté cette marche-là contre Petr Korda, qui m'a battu en 3-7. Mais c'est quand même un bon souvenir 92. Bon souvenir. C'est bon souvenir. Et maintenant, Patrice, c'est à toi. Eh bien aujourd'hui, à chaque fois, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Mais là, c'est encore plus exceptionnel. Aujourd'hui, on part dans une autre dimension avec toi, Patrice. Patrice Martin. Tu es quand même le plus jeune champion de France à 14 ans, c'est ça, dans ta discipline? Champion de France, oui, j'ai été champion de France à 14 ans. Ah, toi, je te rappelle. J'oublie des trucs, c'était il y a longtemps, je te signale. C'était il y a longtemps, tu as été surnommé le Petit Prince, ça je me souviens encore parce que je vois encore ces images. Mais j'aimerais mieux que tu me racontes un petit peu ce palmarès extraordinaire que tu as, que tout le monde connaît, bien sûr, mais ne se rend pas compte de tout ce que tu as pu faire, vivre et surtout les sacrifices que l'on peut avoir. Moi, j'aimerais bien que tu me l'expliques. Alors, je peux t'expliquer. Quand tu parles de sacrifice, et toi, j'ai toujours un problème avec ce mot parce que sacrifice, c'est des choix. Tu fais des choix dans ta carrière. Alors, c'est vrai que ça peut être pris pour des sacrifices, qu'il y a d'autres choses que j'ai pas faites. La bonne nouvelle, c'est que je sais pas ce que j'ai pas fait. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, c'est une carrière, un enfant qui a découvert le sport par un papa qui était passionné de sport, comme je disais, photographe, mais multisport. Passionné de judo. Lui, au départ, passionné de judo. Fan de vélo, dans la région en Bretagne, beaucoup de vélo. Et puis à Nantes, le football, bien sûr, mais il y avait à l'époque une très bonne équipe de hand, une très bonne équipe de basket, donc j'allais voir tous ces trucs-là. Et aussi, il y avait un boxeur très connu à Nantes qui a fait 2 finales européennes, donc il m'a fait faire de la boxe, donc mon père. Il m'a fait faire du judo, il m'a fait faire du basket, il m'a fait faire du ski nautique, du ski alpin. Et donc tous ces sports-là en compétition, sauf la boxe, où ça a été que éducatif, parce qu'il pensait que ça permettait de développer les sensations. Et puis au travers de ces différentes disciplines, ça t'aidait dans les autres disciplines. Parce qu'il y avait toujours une idée derrière la tête. C'est un entraîneur, c'est un peu ça. Il a toujours une idée, enfin un père ou un entraîneur, il a toujours une idée derrière la tête. Parce que le côté collectif, le côté du jeu sans être dans le jeu, du jeu sans ballon, le côté de la détente en basket par exemple, le côté de savoir tomber en judo, et tout ça, ça t'aide pour le reste. Mais qu'est-ce qui t'a fait d'aller sur le ski nautique? Alors, qu'est-ce qui m'a fait? C'est la famille. Mais la famille, parce que mon père avait découvert le ski, il trouvait ça génial. Donc, parce que c'est un sport qui se pratique en famille, comme beaucoup de sports d'ailleurs. D'accord. Mais finalement, voilà, tu as un bateau, tu as les parents ou les copains qui sont dans le bateau, puis tu as celui qui pratique. Mais c'est une communion avec les autres. Hein. Donc j'ai fait du ski nautique, pas par choix. Parce que à l'époque je ne savais pas nager et les premières photos que j'ai de moi. Fait du ski, tu savais pas nager. Les premières photos de moi en ski nautique. C'est difficile d'en trouver une où je fais le sourire parce que j'ai plus peur que toi que je suis heureux. Et je raconte souvent pour rire. Mon père il m'a fait faire du ski nautique et puis il disait de toute façon tu as 2 solutions. Hein. C'est soit tu skis, soit tu coules. Alors les gens ils crient il a pas fait ça. J'ai dit non, je rigole, mais c'est un peu l'idée. J'avais un gilet donc quelque part. J'avais l'impression que je savais nager jusqu'au jour où j'ai appris à nager sans gilet à 7 ans, 8 ans où là je me suis rendu compte que finalement non merde. Quand tu vas dans l'eau, tu flottes pas naturellement. Et je suis quelqu'un qui nage très très mal encore aujourd'hui. J'aime pas l'eau. J'ai pas peur de l'eau. Incroyable ça. J'ai pas peur de l'eau. Je me débrouille. Mais si tu me dis là pour t'en sortir, faut nager 500 mètres, c'est pas sûr que j'y arrive. Parce que je sais flotter. Ça, je peux flotter des heures. Mais moi là, c'est incroyable ton histoire, mais c'est surtout moi je voudrais que tu nous rappelles un peu tes titres parce que t'en as. Alors les titres. T'en as pas mal. On va aller vite. Hein oui, parce que t'as commencé assez jeune. Alors 12 titres de champion du monde. Oui. 34 d'Europe. Oui. 26 records du monde, 6 jeux mondiaux, 6 médailles d'or aux jeux mondiaux et 6 masters américains au combiné. J'ai battu mon premier record de France
toute catégorie, j'ai 11 ans. Parce que j'arrive à une période, il y a des cycles dans la vie ou dans le sport, je suis arrivé à un moment ou à un autre où il y avait un vide. Mais en fait, j'ai pas été le seul. On a été 3 dans le monde entier, notamment sur les figures, à changer le fonctionnement. D'accord. Il y a eu un Américain, Corey Picos, qui était mon adversaire toute ma carrière, et puis un autre, un Vénézuélien qui avait 3 ans de plus que moi, et que Corey d'ailleurs, Carlos Suarez, qui lui, en fait, il est arrivé un peu trop tôt, parce que comme nous on est arrivé derrière, il a vite arrêté. Mais on a changé le système et on a rempli le vide, parce qu'on a amené une nouvelle technique, une nouvelle façon et tout ça. Ça représente quoi pour toi, Roland Garros? C'est moi je suis français, c'est la plus grande compétition au monde de tennis. Et en plus, il y a ce côté de terre battue. Ouais. C'est le seul grand chelem sur terre battue, ou avec sa spécificité, parce que sur le terrain dur, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de compétitions, mais sur terre battue, il y a vraiment une spécificité de jeu, et où tout le monde a envie de s'exprimer, et c'est là, pour moi, c'est où les plus grands se sont exprimés de la meilleure façon qui soit. Quel est ton souvenir, toi, de Roland Garros? Je vais dire, t'es un gars de l'extérieur, si t'en as un qui te vient, c'est Yannick. La finale de Yannick, quand il saute par-dessus le filet pour aller voir son père, parce que en plus, ça te rappelle des choses qui reviennent à toi. Qui reviennent à toi. Moi, le premier titre de champion du monde, fin de mon parcours, parce qu'à l'époque, les entraîneurs n'étaient pas dans le bateau, il était sur le bord, et dès que j'ai fini mon parcours, j'ai lâché la corde pour aller le voir, et tout. C'était un petit peu avant, c'était 79, mais quand je l'ai vu faire, je vois la même chose, quoi. Toi, ça te rappelle à toi, quoi. Bien, merci Patrice. Je t'en prie. Serge, c'est une bonne question, mais je pense avant tout qu'il faut respecter les règles. Le couvre-feu est à 23h. Il est vrai qu'il y a une dérogation un peu spéciale pour l'équipe de France, mais si on commence à donner des dérogations à droite et à gauche, on va plus s'en sortir. Sébastien, tu demandes une interview avec Mansour Bahrami. Mais bien sûr, avec Mansour, c'est mon pote, il n'y a aucun problème. Surtout qu'il a une très très belle histoire à nous raconter. Comment il a débuté en Iran en jouant avec simplement un morceau de bois. Donc le problème, c'est qu'il va falloir qu'on la fasse une interview sur 5 jours. Quoi. Tu vois, mais avec plaisir. Bien, Jérôme, ta question. Moi j'ai sorti les rames. Alors, le tennis est de plus en plus physique. Il est vrai qu'aujourd'hui ce sont des Formule 1, ils sont préparés mais vraiment au millimètre. Point de vue technique, esthétique, il y en a pour tout le monde. On a la chance d'avoir aussi un Tsitsipas qui est un jeu complètement atypique. Ça va encore aller dans d'autres dimensions. Mais ta question, en replay, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain à 10h30 comme d'habitude. Mais surtout, je voulais savoir comment est votre anglais. Parce que demain, ça va être une interview un tout petit peu spéciale. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Mais surtout, de poser vos questions. Allez, ciao, à demain.